Voilà, on vous souhaite la bienvenue en ce jeudi matin. N'hésitez pas à nous rejoindre. Peut-être que le temps de nous rejoindre, voilà, on sait que vous allez tous arriver. On va pouvoir vous poser des petites questions en attendant que vous arriviez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire avec Cactus pour parler plan de carrière en tant que freelance. Donc voilà, bienvenue tout le monde. Est-ce que déjà vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? A priori, ça devrait le faire. Malgré l'orage. Ouais, c'est ça. Malgré l'orage, voilà, normalement, ça n'a pas été coupé. Oui, donc tout va bien. Super, merci Emmanuel. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Je pense que si tu veux, Augustin, on peut proposer déjà de répondre à 2 petites questions que vous avez. Oui, alors nous, on va vous parler de plusieurs choses, mais essentiellement de PER, plan d'épargne retraite aujourd'hui. Donc, peut-être dites-nous un petit peu en commentaire ou dans le polls que je viens de lancer dans le sondage, si vous connaissez un petit peu le plan d'épargne retraite. Et puis, si à titre personnel, vous en avez déjà mis un en place. Voilà. Puis, Christophe, peut-être tu vas pouvoir te présenter aussi. Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous. Merci au Hibou de nous inviter, et de nous permettre de faire ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Christophe Atchignan. Je suis le fondateur de Cactus. Et avant de faire Cactus, j'ai une expérience assez longue en ce qu'on appelle en assurance de personnes et notamment en retraite. Donc, voilà, je me suis occupé de l'assurance de personnes de beaucoup de pros. Avec une spécialité retraite, et j'ai créé donc du coup Cactus il y a maintenant 1 an et demi déjà, 1 an et demi, où on aura l'occasion d'en parler, mais où on commercialise du PER et de l'assurance de prêt. Bon, normalement, Christophe, tu dis plus de 20 ans d'expérience là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça se voit, non? Il essaye de rester jeune. Voilà. Je n'ai pas teint les cheveux encore. En tout cas, merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Moi aussi, je vais vous accueillir avec déjà avec une petite slide de présentation qui a été mise à jour récemment. Donc, pour vous, tout freelance qui s'inscrit, c'est donc la possibilité de chercher une mission et d'en trouver une. Aujourd'hui, on a plus de 500 entreprises qui nous font confiance, avec qui on travaille. On a plus de 7000 missions qui sont postées chaque année sur la plateforme. Et on a récemment été sélectionné pour intégrer la French Tech Next 40. Qui marque notre développement, qui continue d'être assez exponentiel. Comme vous pouvez voir sur cette carte, on est présent partout en France pour le moment. On a ouvert Marseille au début de l'année et Bruxelles maintenant il y a 2 ans. Et voilà, donc on va continuer de se développer. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous toucher quelques mots sur le hibou. Et n'hésitez pas, si jamais vous par la suite vous avez des questions, vous pourrez me poser ces questions-là directement. Je saurai y répondre. Ce qu'on peut faire, c'est que déjà regarder les réponses aux questions que vous avez posées, Augustin et Christophe. Donc ici, on a 67% de ceux qui regardent qui connaissent le PER, mais seulement 45 qui en ont un. Donc voilà, ça va être intéressant pour vous de regarder le détail. On est face à un public d'initiés, mais je suis sûr qu'on va réussir à vous apprendre des astuces et des choses que vous allez découvrir. Alors, en tant qu'indépendant, c'est vrai que vous avez plusieurs défis, de nombreux défis. Bien se vendre avec un bon TJM, comme on voyait sur la slide précédente, le TJM moyen chez le hibou, c'est 700 € par jour, donc c'est plutôt un beau TJM. Donc ça, c'est le rôle du hibou, on va dire. Choisir votre mode d'exercice en tant qu'indépendant, portage salarial, là aussi, ça me permet de mettre à l'honneur d'autres partenaires du hibou, comme Digital Portage, comme Legal Place. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est content d'être partenaire du hibou, c'est parce que c'est une vraie communauté qui vous propose énormément de choses. Et épargner, et là, c'est là où Cactus arrive, épargner et faire fructifier votre patrimoine selon une diversité d'objectifs en fonction de là où vous êtes dans votre vie. Donc, acheter sa résidence principale, épargner pour des loisirs, pour les études supérieures de ses enfants et pour préparer sa retraite. Et c'est là où Cactus arrive. Donc, Cactus, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, on a tendance à dire avec Christophe que c'est la plateforme du pouvoir d'achat d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on commercialise 2 produits, le plan d'épargne retraite, donc PER, dont on va vous parler, et l'assurance de prêt immobilier, dont on vous parlera en bonus à la fin.
parce qu'aujourd'hui, pour les propriétaires, les propriétaires peuvent faire énormément d'économies, jusqu'à 50%, quelquefois même plus. Et donc, pouvoir d'achat d'aujourd'hui et de demain, les propriétaires peuvent faire des économies dès aujourd'hui avec leur assurance de prêt, et demain, se préparer ce qu'on appelle un revenu complémentaire pour, à la retraite, avoir un train de vie qui reste agréable. Tu veux ajouter quelque chose, Christophe, là-dessus? Non, écoute, je pense que ça c'est clair. Alors oui, on a du partenariat exclusif aussi, peut-être on peut en parler. Donc sur le PER, on travaille avec le GAN, qui est une entreprise française très reconnue, et en assurance de prêt avec April, parce qu'il y a une marketplace qui est énorme et qui est très adaptée, sur le type de crédit que l'on reprend régulièrement, avec une offre très grande et avec surtout un back-office qui fonctionne très bien. Donc voilà, on a ces deux partenariats exclusifs sur ces deux produits actuellement. Voilà. Je vois déjà une question de Cédric, je la note pour plus tard, qui nous dit qu'il serait intéressé de comprendre la différence entre l'assurantiel et le bancaire. Donc, c'est déjà une question d'expert, donc super, on se la note. Alors, c'est vrai que pour placer son argent, il y a de nombreuses solutions, et avec ces nombreuses solutions, il y a de nombreuses interrogations qui viennent. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire un panorama trop long, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voulait montrer sur cette slide, c'est qu'il y a différents types d'épargne pour différents types d'objectifs. L'épargne de précaution avec livret A, livret développement durable, que tout le monde connaît, et dont les taux devraient baisser là très prochainement, fin juillet, début août, donc passer vers les 1,7, 1,6% de rendement. Il y a l'épargne salariale, donc ça, peut-être si vous avez des conjoints qui sont salariés, ils sont peut-être familiers, ou si vous avez été salarié à un moment, donc plan d'épargne entreprise, plan d'épargne groupe, et puis tout ce qui est investissement, l'assurance vie, qui est un des placements préférés des Français, le compte titre, le PEA, immobilier, et tout ce qui est SCPI. On en oublie certainement, mais voilà, l'idée c'était de vous faire un panorama. Et donc aujourd'hui, on va vous parler plutôt de l'épargne retraite, donc PER, PERO, PERCOL. Donc ça, c'est les produits d'aujourd'hui. Et à ton époque, Christophe, c'était plutôt Madelin, PERP, article 83. Voilà, le PER, on va vous en parler plus en détail depuis la réforme de la loi Pacte, mais à tout simplifier, parce que finalement, avec ces acronymes, même les professionnels s'y perdaient un petit peu à force. Ouais. Alors, hop. Voilà. Donc, à la fin de ce webinaire, voilà, pour vous dérouler un peu le programme, notre objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous repartiez avec votre plan d'action retraite. Alors, certains l'ont peut-être déjà, puisque pour ceux qui ont déjà souscrit un PER. Donc, l'idée, c'est de vous renseigner sur vos droits à la retraite, et puis vous poser les bonnes questions. De combien je vais avoir besoin à la retraite ? Est-ce que j'ai un dispositif donc, actuel de retraite ? Et quelle stratégie je mets en place pour obtenir quel capital ? Et en bonus, comme on connaît aussi très bien l'assurance de prêt, pour tous les propriétaires, l'idée, c'est que si vous avez l'occasion de renégocier votre assurance de prêt, de faire des économies pour les investir, on sera très heureux pour vous. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Christophe ? Non, je pense que c'est clair. Ce qui est important, tu en parles, c'est pas parce qu'on a un PER en fait qu'on a une stratégie. Donc, je pense que c'est important quand on souscrit un produit. Tu as listé d'autres produits avant. Nous, on est tout à fait pour la complémentarité des offres. Maintenant, dans chaque produit, il y a des avantages et des contraintes. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre les avantages, bien comprendre les contraintes. Pourquoi vous allez faire ce choix plutôt qu'un autre ? Et puis, effectivement, avoir des vrais chiffres. Là, tu en parles et c'est très important. C'est de se dire ok, je fais un PER, mais ça va me donner quoi ? Je ne parle pas de l'attrait fiscal, je parle du revenu différé. Et deux, ça va se rajouter à combien ? Sachant qu'on est toujours dans des projections, puisque la réalité d'aujourd'hui, on a vu que ça change, les retraites, déjà l'âge a changé. On cotise, on paye de plus en plus cher pour avoir de moins en moins. Donc voilà, ça n'est qu'une projection, mais au moins ça donne une tendance, et puis on sait que la capitalisation va prendre de plus en plus de place, donc plus on va la commencer tôt et plus ça va être important dans mon revenu différé.
comme tu le disais, je vais essayer de pas être trop bavard parce que je suis très bavard, mais comme tu le disais, aujourd'hui, on gagne de l'espérance de vie, donc on part pas, quand on part en retraite, heureusement pour nous, on va pas à l'hospice et on voyage encore, on a envie de faire des choses, donc il y a besoin d'avoir du pouvoir d'achat. Voilà, j'arrête. Alors, voilà, on se lance. Donc déjà, la plateforme incontournable à connaître, vous pouvez aller y faire un tour, c'est info-retraite.fr. C'est une plateforme qui permet de vérifier tous vos trimestres retraite, tous vos trimestres qui sont bien validés. Ça vous permet d'avoir une estimation de votre pension de retraite. Et en bonus, ça vous permet de retrouver tous vos contrats d'épargne retraite parce que quelquefois, on peut en oublier. Voilà, je crois que Christophe, toi, quand tu accompagnes les clients, les trimestres, ça arrive régulièrement qu'il y ait de nombreuses erreurs. Donc ça, Oui, bien sûr. C'est quelque chose, il faut être vigilant. Il faut surveiller. Alors, c'est quand même mieux fait qu'il y a quelques années, mais il faut bien valider sa carrière, voir s'il n'y a pas des trous. Il peut y avoir, ça, heureusement de moins en moins, mais il y avait aussi des employeurs indélicats qui ne déclaraient pas les salariés, enfin qui ne payaient pas les cotisations. Donc, les gens pensaient, c'est pour ça qu'il faut toujours garder ses fiches de paie, parce que c'est la vraie preuve, elle est là, pour justifier d'une carrière et de trimestres qui éventuellement auraient pu être oubliés. Et l'estimation de la pension retraite, c'est assez facile à faire. Il faut faire une projection aussi parce que j'imagine que les salaires évoluent au fil de l'année. Donc, quelqu'un qui a 30 ans qui fait une estimation avec son salaire d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément correcte. Il va y avoir deux choses. Du coup, Info Retraite, ils vont vous donner votre retraite à aujourd'hui si vous arrêtez de travailler aujourd'hui. Donc, pas forcément si on est loin de la retraite, là, voilà. Et ensuite, on va faire une simulation en disant OK, je vais gagner tant jusqu'à tel âge. Voilà. Donc, on va projeter des revenus. Et c'est pour ça que, vu que c'est remis à jour tout le temps, enfin tous les ans, avec chaque fois que vous avez une déclaration, en fait, avec vos trimestres qui viennent s'ajouter et votre revenu qui vient s'ajouter, qui vont vous générer des droits. Après, vous pouvez le regarder tous les ans si ça vous amuse pour aller affiner un petit peu, vos chiffres. Ok, super. Bon, alors le PER, qu'est-ce que c'est? Donc vous êtes déjà plusieurs à savoir ce que veut dire cet acronyme. Donc en fait, en France, comment ça se passe? On a donc le régime obligatoire qui est le régime de la sécurité sociale, la retraite de base, et on a le régime complémentaire selon une profession. Et ensuite s'ajoute l'épargne facultative. Donc l'épargne retraite, le PER, c'est un produit d'épargne facultative. Donc c'est une décision individuelle. Et on appelle ça la retraite par capitalisation. Donc c'est un produit à long terme qui a été vraiment popularisé par la loi Pacte et parce que avant le PER ne fonctionnait que en rente. Donc les gens n'étaient pas forcément très à l'aise avec la rente parce que c'était pas toujours très très clair, ça convenait pas forcément. Et maintenant, le fait qu'on puisse sortir en capital fait que le PER est devenu très attractif. Donc, Christophe en parlait un petit peu tout à l'heure. Effectivement, à la retraite, on ne va pas directement à l'hospice, pour reprendre tes mots. Mais la difficulté et pourquoi il faut préparer sa retraite et que c'est vraiment une démarche indispensable, c'est qu'aujourd'hui, l'équilibre des régimes est en péril. Je voyais encore pile aujourd'hui, la dette de la France a augmenté massivement. Et on n'est pas encore mis sous tutelle du FMI, mais peut-être ça arrivera un jour, on ne l'espère pas. Mais voilà, il y a cette mécanique qui fait qu'il y a une baisse du nombre d'actifs et il y a une espérance de vie qui est en hausse, donc tant mieux. Mais le régime est plutôt en péril et malgré les réformes qui sont faites et qui sont souvent très houleuses, ça reste quand même de plus en plus compliqué. Donc, pour vous donner des chiffres, parce que c'est ça qui est intéressant, pour une personne en activité aujourd'hui qui gagnerait 4 800 € par mois, donc plutôt un revenu confortable par rapport à la moyenne des Français, il aurait à la retraite 2 130 € par mois. Donc, c'est quand même une baisse assez conséquente par rapport à quelqu'un qui a un train de vie calqué sur 4 800 € par mois, parce que ça fait une baisse de 44% de ses revenus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et dont il faut se préoccuper
en fait, mécaniquement, plus on s'en préoccupe tôt, plus l'épargne et les intérêts composés jouent en la faveur de l'épargne. Donc, ce que je vous disais, donc la loi Pacte, donc elle date du 1er octobre 2019 et elle a instauré le plan d'épargne retraite et son objectif, c'était de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite et d'harmoniser les contrats pour que ce soit plus lisible et faciliter la vie des épargnants. Donc, le fait qu'on puisse faire une sortie en capital, ça a fait que cette solution est plébiscitée. Toi, Christophe, à ton avis, par rapport aux clients, qu'est-ce qui a fait vraiment que le capital a eu cet impact? Déjà, je pense que les Français n'aiment pas la rente. La rente, ça veut dire aussi aliéner son capital. Ils aiment bien transmettre. Et aujourd'hui, quand on a un PER, donc on peut sortir sous forme de capital. Maintenant, la rente existe toujours. Les personnes, ça peut convenir à certaines personnes de sortir en rente. La rente existe toujours, mais c'est beaucoup plus souple. C'est plus souple, c'est plus lisible, c'est plus compréhensible. Alors qu'avant, très franchement, ils avaient modifié les lois. On ne peut pas passer trop de temps là-dessus, mais où on pouvait sortir 20% en capital. Il y avait les mêmes déductions fiscales et ça ne marchait pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça marche très, très bien. Donc voilà, je pense que ça a changé. Victoire, n'hésite pas à nous dire si on a un petit peu trop long, parce que je sais qu'on… C'est très intéressant, même moi, j'apprends plein de choses. Donc… pour tout le monde. Okay. Bon alors Christophe, à qui s'adresse le PER? Donc TNS particulier, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de TNS et n'hésitez pas dans le chat à nous dire un peu votre statut. Voilà, donc en fait, il y a principalement deux types de statuts, du TNS et du salarié, mais tout le monde est aussi un particulier. Donc, pour faire simple, les TNS, donc gérants majoritaires des SARL ou de URL, artisans, commerçants, bon ça, il n'y en a plus beaucoup, et professions libérales. Donc, eux peuvent faire payer par leur compte pro ou leur structure leur PER. Quand c'est une structure type gérance majoritaire, vous allez avoir en fait des cotisations qui vont être une charge et donc qui vont être déduites de l'impôt société. Et lorsque vous êtes particulier, donc vous pouvez être sans activité, vous pouvez être demandeur d'emploi, même retraité, effectivement, parce qu'on a encore des retraités qui payent encore du PER parce qu'ils ont une certaine fiscalité avec des revenus fonciers notamment, donc ça leur permet de baisser leurs impôts. Mais tout le monde est avant tout un particulier. C'est-à-dire que je peux être TNS et faire le choix de le faire à titre personnel. D'accord ? C'est pas, par contre, l'inverse, c'est pas vrai parce qu'évidemment, si je suis salarié, je ne suis pas TNS. TNS, c'est, je ne sais pas si on l'a dit pour ceux qui ne savent pas, donc c'est travailleur non salarié par opposition à un salarié. On a une grosse armée de TNS là dans le chat. Mathieu, Nathan, Émile, Cédric, Marine. Et Émile nous demande, Christophe, gérant de SASU, c'est bien un TNS ou pas? Non. La SASU, le statut normalement, SASU, on est président. C'est comme une SAS. En fait, c'est une SAS unipersonnelle, donc c'est une SAS, une seule personne. Un seul actionnaire. Je veux dire, si demain vous payez, hors dividende, je parle, vous êtes censé avoir une fiche de paie, donc avoir un statut de salarié. On a Pierre qui avait répondu, président de SASU égale non TNS. Bon, on va embaucher Pierre. Voilà, on va recruter Pierre. Super. Donc, comme tu dis, Christophe, ça s'adresse aux TNS et aux particuliers. Et les TNS, en fait, ont le choix, on va le voir un petit peu après, ont le choix de souscrire le PER en tant que TNS pour faire payer leur compte professionnel ou en tant que particulier. Et ce n'est pas les mêmes plafonds de déduction. Exactement. Oui, c'est ça. En fait, les TNS, quand ils gagnent au-dessus d'un certain montant, ils peuvent mettre plus que les particuliers. Voilà, c'est ça la différence. Okay. On n'est pas sur les mêmes années, mais on ne va pas… Donc là, on sait déjà à qui s'adresse le PER. C'est un bon début. Maintenant, Christophe, comment ça fonctionne en fait, concrètement? Alors, il y a la phase d'épargne. Donc, la phase d'épargne, évidemment, plus elle est longue, plus c'est intéressant parce qu'on va générer des intérêts tous les ans. C'est le principe des intérêts composés. Donc, il y a une phase d'épargne qui va se composer de versements programmés, mais aussi éventuellement de versements ponctuels. Donc ça permet d'aller ajuster d'une année sur l'autre et puis pouvoir avoir des rentrées d'argent un petit peu qui ne soient pas régulières, qui soient exceptionnelles. Donc, vous pouvez le faire aussi de cette manière-là. Donc, une phase d'épargne, une phase de restitution. Donc, la restitution, c'est hors cas spécifique, c'est au moment où vous débloquez votre retraite obligatoire, pas avant. Mais ça n'est pas parce que vous débloquez votre retraite obligatoire que vous êtes obligé de débloquer votre PER.
pouvez très bien, encore une fois, continuer à verser sur votre PER, voire ne plus verser, mais ne pas le débloquer tout de suite. Et donc, ça sera, par rapport à avant, ça se récupère de plusieurs façons, donc en capital, en rente ou effectivement un mix des deux. Et le capital, il faut le préciser aussi, ça peut être du capital morcelé. On n'est pas obligé de prendre tout le capital d'un coup. Parce qu'on verra qu'en termes de fiscalité, c'est de la retraite. Donc, ça vient rentrer comme au titre des pensions. Lorsqu'on touche une retraite, on va déclarer ce revenu et on va payer de l'impôt sur le revenu. Donc, il est bien évident que si vous avez cotisé toute votre vie, que vous avez mis un capital sur votre PER, si vous récupérez tout d'un coup, vous allez payer de l'impôt fortement là-dessus. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, il faut le débloquer si c'est suffisamment important, par différentes phases et pas d'un seul coup. On a justement Badi qui nous pose une question, qui nous dit le PER en sortie capital, est-ce que le capital est soumis à impôt sur le revenu? Oui, et c'est justement pour ça que c'est très important de l'avoir en tête et de bien piloter sa sortie. Parce que on le verra tout à l'heure concrètement sur des exemples, quand des personnes ont accumulé des sommes assez importantes, par exemple 200 000 euros, 300 000 euros, et qui vont les sortir, s'ils les sortent en une seule fois, en fait, ils vont payer un impôt astronomique et peut-être qu'ils vont être imposés à une tranche à laquelle ils n'avaient jamais été imposés. Oui, bien sûr. Là-dessus, il faut vraiment être accompagné ou en tout cas être au courant. Donc, Christophe, tu disais qu'il y avait des hors cas de déblocage anticipé. Donc, il y a 6 cas de déblocage anticipé qui sont, entre guillemets, on le dit comme ça, les accidents de la vie. Voilà, il y en a 5 accidents de la vie et un qui n'en est pas, mais un accident de la vie, oui, c'est un terme qui veut dire en fait des choses que vous n'avez pas normalement choisi et prévu. Donc, il y a effectivement la cessation d'activité non salariée, mais suite à une liquidation judiciaire, ça c'est important, ce n'est pas juste un dépôt de bilan, c'est une liquidation. Donc, pour les salariés, expiration des droits au chômage ou cessation du mandat social pendant au moins 2 ans sans contrat de travail. Surendettement du titulaire, invalidité, décès. Bon, je vous passe les cas un peu dramatiques, mais ça fait partie des cas de déblocage où vous n'avez pas de fiscalité à l'IR dessus. Donc, vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu. Le seul cas qui n'est pas un accident où vous aurez effectivement de la fiscalité, ça va rentrer dans vos revenus, c'est l'acquisition de la résidence principale. Donc, moi, je ne suis absolument pas favorable parce que pour le coup, vous êtes encore en train de travailler, donc vous êtes encore sur des revenus et des taux marginaux d'imposition qui sont les mêmes souvent que ceux sur lesquels vous avez déduit. Donc, il n'y a pas d'intérêt à aller acheter sa résidence principale avec son PER, à faire son apport avec ça en tout cas. En tout cas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut se faire. C'est possible, mais nous, on le recommande pas spécifiquement. Donc, on va passer à un cas pratique, voilà, pour rentrer un peu dans le vif des chiffres, pour avoir un exemple concret. Et bien comprendre le mécanisme de la déduction fiscale. Parce que ça, avec Christophe, on voit qu'il y a souvent beaucoup d'erreurs, en fait, beaucoup d'incompréhensions. Et puis, de temps en temps, même dans les conseils qui sont donnés, des conseils voilà, qui généralisent un petit peu. Et typiquement, là, on vous a mis les tranches que Christophe va vous expliquer. Mais on dit généralement, c'est un abus de langage, vous allez faire des économies d'impôt à hauteur de 30%, 41%, 45%. En fait, ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas très précis, et chez Cactus, on aime bien être précis. Et donc, on va vous décortiquer le cas pratique, le cas de Juliette, donc, qui est un vrai cas qu'on a traité, pour bien comprendre ça. Donc, Christophe, je te laisse déjà peut-être repréciser les tranches, comment ça fonctionne. Oui. Alors, les tranches, là, c'est les tranches pour une personne, pour une part. Alors, il faut comprendre que si vous avez une déclaration commune, ces tranches, elles vont être multipliées par 2. C'est-à-dire que la première tranche qui n'est pas, où il n'y a pas d'impôt, donc là, vous voyez, c'est jusqu'à 11 497 euros. Ben, si vous avez 2 parts, ça va doubler. A contrario, si vous avez des enfants et que vous avez par exemple 2 enfants, donc vous avez 3 parts, malheureusement maintenant ça ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais en gros c'est forfaitaire. Ils vont vous retirer un montant par enfant et puis ils ne vont pas vous multiplier la tranche par 3. Donc là, on voit donc le cas de Julie, hein, c'est ça.
Donc, elle est seule, donc elle a un revenu qui est très confortable, donc elle gagne 85 000 euros. Donc, elle a une tranche à zéro, donc jusqu'à 11 497, elle ne paye pas d'impôt, puis elle paye 11% de 11 498 à 29 000, et ensuite, à 85 000, elle a une tranche à 30 qui est complète et une petite partie de son revenu qui est taxée à 41%. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'impôts. Ce que disait en fait Augustin, les 41, ils vont être notés sur son avis d'imposition. Donc nous, on a vu beaucoup de fois des gens qui avaient acheté des PER en leur disant ah ben non, mais regardez, c'est 41, donc vous mettez tant, ça va être 41. Mais là, dans le cas de Julie, ce n'est pas le cas parce qu'elle met 600 euros par mois, donc ce qui est cohérent avec son revenu, donc 7 000 euros par an. Mais sauf qu'elle n'a pas 7 000 euros qui sont taxés à 41. Parce que quand vous regardez le tranche de 41, elle va de 83 824 à 180. Et elle est à 85. Donc, en fait, elle a eu, donc là, le détail a été fait là sur l'économie d'impôt, elle a eu 1 176 euros qui ont été taxés à 41. Donc, ça c'est l'économie d'impôt. Mais les 6 000 autres, ils ont été taxés à 30%. Voilà. Donc, en fait, l'économie réelle, elle est intéressante parce qu'elle a du 30, donc c'est déjà intéressant, mais ce n'est pas tout à fait comme elle l'avait espéré. Ouais, et ça, c'est assez important parce que finalement, quand on est sur une tranche à 30, mais un chouïa, de temps en temps, il vaut mieux ne pas mettre trop pour avoir tout son investissement traité à 30% et pas à 11. Voilà. Voilà. Parce que et donc régulièrement, on peut avoir des gens en rendez-vous qui sont déçus et qui disent mais en fait je comprends pas, je croyais avoir économisé tant, c'est pas le cas, on m'avait dit ça. Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, il faut vraiment piloter ça, mais à précise. On a une petite coquille en haut là, donc c'est 7 200 euros par an parce que c'est 600 euros par mois. Et c'est pour ça que vous retrouvez en dessous les 1 176 plus les 6 024 par 30. Bien vu. Et, dans le truc, on est bon. Et donc là, c'est l'œil sur les chiffres. Et donc là, on vous a mis où vous trouvez cette information sur votre relevé d'impôt. Donc votre taux marginal, il est indiqué. C'est à la fin. Et normalement, c'est en juillet, c'est ça, Christophe, que les gens vont recevoir Oui, cet été, pour les vacances, ils reçoivent leur avis d'imposition. Alors, vous regardez au-dessus, vous avez un taux moyen, un taux marginal. Donc, il faut bien comprendre. Le taux moyen, c'est je prends mes revenus, je paye sur la totalité de mes revenus, j'ai 5,80% d'impôt. D'accord? Je gagne 100, je paye 5,80. Mais par contre, le taux marginal, c'est les derniers euros que j'encaisse, à combien ils sont taxés. Là, en l'occurrence, le dernier euro, il génère 30 centimes d'impôt. Mais en moyenne, je ne paye pas 30% d'impôt. J'en paye 5,80 dans l'exemple qu'on a mis dessus. Ok, alors… Tac. Donc maintenant, on va passer au cas de Rose et Pierre, et on va savoir, pour répondre à la question de Mohamed, quel est le montant associé à la limite du plafond. On va calculer justement le fameux disponible fiscal, combien je peux mettre pour déduire dans mon PER. Donc, Rose et Pierre, ils gagnent respectivement 60 000 et 40 000 euros. Donc, ils ont un revenu imposable de couple de 100 000 euros. Ils ont un taux marginal d'imposition à 30% et ils payent 14 539 euros. Donc maintenant, Christophe, comment on fait pour calculer le disponible fiscal et en fait pour savoir combien on a le droit de mettre dans son PER? Alors, basiquement, on parle pour des salariés. Lorsque vous avez alors on est déjà sur du N-1, parce que là, en fait, quand vous allez avoir votre avis d'imposition cet été, c'est votre déclaration 2025, mais de vos revenus 2024. Donc, on va vous donner un montant de disponible 2024, mais vous verrez qu'il y a des années qui se cumulent aussi également. De toute façon, de manière très basique, c'est 10% de votre revenu après abattement. D'accord? Vous savez, vous avez le choix d'avoir un abattement de 10% ou des frais réels pour ceux qui font les frais réels. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais au cas où, vous avez ce choix d'abattement. Donc, si j'ai effectivement, Pierre, c'est facile, 60 000, 10%, 60 000 après abattement, ça génère 6 000 euros de disponible fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon droit
à mettre sur mon PER. Je peux mettre jusqu'à 6 000 € et déduire ces 6 000 € de mes revenus. Alors, ça veut dire, j'anticipe une question, Pierre, il pourrait mettre 10 000 € sur son PER, mais il n'aurait que 6 000 € qui donneraient droit à la déduction fiscale, c'est ça? Sauf s'il a des années antérieures qu'il n'a pas utilisées. Sinon, oui. On va montrer les astuces ensuite. Voilà. Ouais. Et ensuite, il y a le revenu de Rose. Et Rose, elle a un cas particulier, mais qu'on voit très souvent. Elle gagne moins que le plafond annuel de la sécurité sociale, ce qu'on appelle le PASS. Et le PASS, il évolue tous les ans. Le plafond annuel 2024, puisqu'on est sur l'année dernière, 46 368. Donc, j'ai droit de mettre 4 637. C'est-à-dire que si je gagne moins que le plafond, j'ai quand même droit à une enveloppe de 10% du plafond. Et ça peut être le cas de quelqu'un même qui ne travaille pas. C'est-à-dire que tout le monde a droit au minima à cette enveloppe. Je gagne 30 000, la même chose. Par contre, quand je passe ce plafond, j'ai 10% de ma rémunération. Ok, super. J'espère que c'est clair. Ouais. Écoute, là, oui, là tu as mis un exemple, effectivement. Alors, vous, quand vous recevrez, il y aura en fait 2025 pour les cotisations versées en 2025, 2021 ne va plus exister. Et en fait, il y a une année qui part chaque année. D'accord? On perd une année chaque année. On a droit d'avoir 4 ans, cumulés. Donc là, vous regardez en fait en bas, le plafond en bas qui est indiqué, c'est le plafond total. Donc là, il y a 20 000 d'un côté, 27 000 de l'autre. Donc là, l'idée, Christophe, c'est que quand tu n'as plus de disponible fiscal, tu peux utiliser ton disponible fiscal des années précédentes s'il t'en reste. Oui. Pour investir plus sur ton PER et donc déduire plus. Oui. Et si tu n'as plus de disponible fiscal et que tu as un conjoint et que lui ne l'utilise pas, tu peux utiliser Oui, alors ça, on allait en parler, effectivement. Alors déjà, il faut faire attention à quelque chose. Lorsque vous investissez, le fisc, il va déduire en priorité l'année la plus proche, donc l'année la plus récente, et ensuite la plus ancienne. On pensait qu'ils allaient nous faire quelque chose où on avait le temps et ils tapaient sur la plus ancienne au début, mais non. Donc, à la limite, pour ne pas perdre, il faut faire 2 ans. C'est-à-dire que dans le cadre du déclarant 1, il faudra faire 6 079 plus 4 791. D'accord? Pour ne pas perdre l'année qui va disparaître l'année d'après. Et effectivement, je crois que tu l'as mis après dans la présentation, il y a une possibilité, si on n'a plus de disponible fiscal, d'utiliser celui du conjoint à partir du moment où, évidemment, on a une déclaration commune. Et ça, Christophe, en règle générale, cette stratégie, elle est intéressante, notamment pour utiliser le PER en tant que protection du conjoint? Oui, alors, le PER, c'est un outil aussi effectivement de protection du conjoint parce que on verra que lors d'événements dramatiques, mais qui nous arriveront à tous, hein, c'est-à-dire le décès, s'il y a des PER en cours, il n'y a pas de fiscalité. Alors déjà, il n'y a pas de droit de succession entre époux en France. Donc et là, il n'y a pas de fiscalité à l'IR non plus. C'est-à-dire que c'est des sommes, il n'y a pas de prélèvements sociaux, il n'y a rien du tout. Donc, c'est des sommes qui ont été défiscalisées et qui seront récupérées par le bénéficiaire, en tout cas le conjoint, sans fiscalité. C'est la stratégie de certains de mes clients aussi, qui n'attendent pas après moi pour leur retraite, mais qui ont défiscalisé toute leur période où ils étaient actifs et qui gardent ça de côté en se disant je n'ai pas intérêt à prendre de l'argent là-dessus parce que je vais avoir de la fiscalité. Par contre, si au moment de mon décès, si mon conjoint est survivant, ça me permettra de lui donner cet argent net d'impôt. C'est peut-être un peu un trou dans la raquette au niveau fiscal et je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, le fisc se penche là-dessus. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Donc, lorsqu'on utilise le disponible fiscal du conjoint, ça c'est assez important. On donne nos astuces pour cocher les bonnes cases. Parce que ça, c'est très régulièrement, les gens pensent avoir bien déclaré et en fait se trompent complètement. Notamment, pensent avoir eu, ça t'arrive très régulièrement, Christophe, des nouvelles personnes qui viennent te voir et en fait, elles pensent avoir déclaré leur PER et elles n'ont pas déclaré pendant 3, 4 ans. Ouais. Donc là… Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que nous, on fait des rendez-vous individualisés, on vient avec les avis d'imposition et on va vraiment étudier le cas de chacun. On passe beaucoup de temps à faire ça.
On le fait aussi une fois par an pour tous nos clients qui le souhaitent, justement une fois qu'ils ont reçu, donc à partir de septembre, quand ils ont reçu leur avis d'imposition. Et il y a un piège auquel, je le dis pour tous ceux qui ont déjà des PER, alors vous l'avez sûrement bien fait, mais on a vu plein de cas comme ça, donc on sait que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des déclarations pré-remplies, mais elles ne sont pas pré-remplies au niveau du PER. C'est juste un chiffre qui est indiqué, mais qu'il faut reporter si vous êtes d'accord avec ce chiffre. Et si vous ne le reportez pas, en fait, ce chiffre, il n'est pas pris en compte. Donc, c'est-à-dire que votre déduction fiscale, vous ne l'avez pas. Alors, ça se récupère parce qu'on a, on a le droit à l'erreur au niveau des déclarations fiscales. Donc, on peut aller réécrire sur votre espace ImpôtsGouv et aller redemander à ce que ce soit réintégré. Mais bon, vaut mieux éviter et il y en a plein qui passent à la trappe. Donc là, je parle de lorsque vous déduisez ça, en fait, c'est si vous êtes déclarant 1, c'est la 6NS qui est en haut. Sur les nouveaux plans d'épargne de retraite déductibles du revenu global. Vous voyez, 6NS ou 6NT si vous êtes déclarant 2, sachant que les TNS, eux, seront sur les 6OS et 6OT qui sont un petit peu plus en dessous. Ouais, c'est juste celle-là. Il y a une question, je t'interromps. Oui. Il y a une question de Aram qui avait une question avec. Donc, il demande au début de la présentation, vous avez justement précisé qu'on pouvait prendre en charge, qu'on pouvait faire prendre en charge par la SRL, EIRL, la cotisation du PER. Est-ce que c'est dans ce cas, on pourra utiliser le disponible reportable? Non. En fait, quand on paye, on a un disponible qui se calcule autrement. On en a plus. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, encore une fois, je ne veux pas trop vous embêter avec trop de techniques, mais on avait vu que basiquement, salarié, on allait prendre 10% de la rémunération avec un minimum de 10% du plafond. Quand on est TNS, on va avoir 10% pareil jusqu'au plafond, mais au-dessus du plafond, on aura le droit de mettre 25%. Donc, on peut mettre beaucoup plus à partir du moment où on gagne au-dessus du plafond. Par contre, inconvénient, on ne peut pas rattraper les années d'avant si on le fait à titre professionnel. Et on est sur l'année N, c'est-à-dire qu'on va prendre notre rémunération de l'année pour calculer notre disponible fiscal, alors qu'en particulier, il est sur du N-1. Voilà, le décalage est de cette manière-là. Alors, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'en TNS, justement, on ne sait pas toujours combien on va gagner. Alors, il y en a qui prennent des rémunérations régulières, mais il y en a d'autres pas vraiment. Un mois, ils ne vont pas prendre pareil que l'autre. Donc, nous, notre conseil, c'est de partir sur une cotisation qu'on est sûr de tenir, à la limite les 10% du plafond, parce que ça, on sait que quoi qu'il arrive, on y aura droit, et puis faire éventuellement des versements exceptionnels si on sait qu'on se paye plus. Voilà. Ça, après, chacun doit être confortable avec sa façon de fonctionner. Donc là, pour revenir juste sur ce que disait Augustin, donc vous souhaitez bénéficier du plafond de votre conjoint, la case 6QR. Attention, vous ne bénéficiez de votre plafond de votre conjoint qu'uniquement lorsque vous avez complètement consommé le vôtre. Vous ne pouvez pas lui prendre son plafond si vous, il vous en reste. On ne vole pas le plafond de son conjoint. Voilà. Et donc, on arrive à la fin de vie, entre guillemets, du PER lorsque tu récupères ton argent au moment de la retraite. Donc, on l'a déjà un petit peu évoqué. Donc, oui. Il y a le choix, il y a plusieurs choix. Peut-être je te laisse en parler, Christophe. Oui, alors, le capital payé en une seule fois, bon, pourquoi pas, mais il faut que les montants soient pas importants. Le capital fractionné, ça, c'est ce qui se fait beaucoup maintenant. C'est-à-dire, je vais prendre tant cette année, l'année prochaine, je dis n'importe quoi, j'ai eu on va dire, j'avais acheté un studio il y a 20 ans, je l'ai vendu. Je l'ai vendu, j'ai déjà payé de l'impôt parce que j'ai eu de la fiscalité sur ma plus-value éventuellement, s'il y en avait. Si je ne suis pas, parce que maintenant c'est 30 ans, donc on a le temps d'en avoir, je vais plutôt me servir de cet argent-là pour faire mon complément plutôt que de prendre dans mon PER qui va me générer de l'impôt. Mais par contre, dans 5 ans, je vais reprendre dans mon PER. Donc voilà, je vais faire vraiment du fractionné. Je peux choisir une rente mensuelle. Donc, les rentes, comme avant, les rentes, il faut bien comprendre qu'elles sont viagères. Donc, ça veut dire à vie. Ça peut être le cas de quelqu'un qui est seul, qui n'a pas forcément d'enfants. Donc, il dit, si demain, il m'arrive quelque chose, je veux avoir un revenu régulier et être sûr de l'avoir jusqu'à mon décès. Donc là, pourquoi pas. Et puis, on peut aussi mixer les deux en disant, le cas que tu disais, par exemple, j'ai un capital important, j'ai 200 000 euros. Écoute, je vais aliéner 100 000 pour me faire une rente et les autres 100 000, je vais les garder. Donc, c'est très souple aujourd'hui. Et alors, ce qui est important, Christophe, c'est que ces choix qui peuvent faire un petit peu peur au départ, ils se font au moment où on débloque le PER et pas au moment où on souscrit. Oui, bien sûr.
souvent les gens se disent, mais moi, en fait, je ne sais pas encore comment je voudrais faire, donc je ne souscris pas encore des PER. Non, c'est vraiment des choix qui se font à la fin. À la liquidation, oui, tu as tout à fait raison de le préciser. On ne va pas vous demander ça à la souscription. Tout à fait. Ça serait un petit peu compliqué. Voilà, on va pouvoir bientôt ouvrir notre session de questions-réponses, mais on voulait vous partager une astuce qui est, donc là on est sur le compte de Christophe, comment identifier vos différents contrats d'épargne retraite. En fait, toujours sur la plateforme Info Retraite, c'est intéressant d'aller regarder, parce que quelquefois, on peut avoir des contrats qui ont été ouverts parce que c'était des retraites obligatoires par l'employeur et on ne le savait pas ou on l'a oublié. Les contrats peuvent être en déshérence parce que maintenant on est à l'ère du digital, mais avant il y a peut-être des courriers qui se sont perdus lors de déménagement, donc ça peut arriver. Alors on vous promet pas le contrat à 1 million de dollars, mais c'est toujours intéressant de regarder. Moi par exemple, avant de travailler avec Christophe et de travailler au développement de Cactus, j'avais un passé d'avocat, et en tant que juriste, on m'avait ouvert un contrat, mais je ne le savais même pas, mon employeur l'avait fait parce que c'est obligatoire, de retraite complémentaire des juristes, et c'est grâce à cette plateforme que je l'ai découvert, donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Voilà, et je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Il y a aussi la possibilité de transférer ces anciens contrats vers un PER sans frais sur versement, donc c'est le cas de Cactus. Pourquoi on voulait vous montrer ça? Parce qu'en moyenne, les frais sur versement, donc c'est un rapport officiel, les frais sont de 3,2%. Donc au minimum, ils sont de 0, au maximum, ils sont de 5%. On voulait vous montrer l'exemple de Julie qui a un PER pendant une trentaine d'années. Lorsqu'elle verse 50 000 euros, elle a un revenu imposable de 50 000 euros et elle verse 300 euros par mois sur son PER. Et en fait, avec des frais sur versement à 3,2, elle met vraiment sur son PER que 290,46 euros. Et on voulait vous montrer en fait l'écart que ça faisait au terme. On voit qu'en fait, avec un PER, avec ses frais sur versement, il y a une perte de près de 7 000 euros à l'échéance de l'épargne constituée. Donc, ce n'est pas forcément négligeable. Et là, l'hypothèse, Christophe, c'était une hypothèse de gestion équilibrée. Donc, on peut imaginer qu'avec des rendements supérieurs, forcément, la perte, elle soit encore plus importante. Ouais, là, ce qui est bien, Julie, elle a un truc qu'elle fait qui est très, très bien, c'est qu'elle commence tôt. Donc, 30 ans, 34 ans de cotisation. Donc, ça, c'est bien. L'effort, on a laissé une simulation avec 300 euros sans réévaluer les cotisations, hein, même pas indexé, rien du tout. Donc, on est sur 300 euros par mois pendant 34 ans. Et effectivement, au terme, il y a quasiment 7 000 euros d'écart uniquement sur les frais qui sont des frais moyens, parce qu'il peut y avoir des frais au-dessus de ça. Donc, nous, on travaille à 0 et on travaille aussi à 0 sur les transferts entrants. Parce que ça peut paraître anecdotique, mais il y a quand même des gens qui prennent des frais sur les transferts entrants. Les transferts sortants, quand vous avez un PER quelque part que vous le transférez, il peut y avoir des frais maximum de 1%. Et maximum pendant 5 ans. Donc ça, c'est la loi. On ne peut pas prendre d'argent sur un transfert de plus de 5 ans. Je t'interromps juste avant. Il y a eu pas mal de questions dans le chat. Donc déjà, on avait une question de Badi qui demandait si jamais on pouvait utiliser le capital ou partie du capital pour rembourser un prêt immobilier à la retraite. Et quels conseils par rapport à ça? Alors, on va essayer de répondre au maximum de questions. Alors, nous restons humains, donc on peut avoir une question où on n'a pas une réponse définitive. Donc ça, de toute façon, on vous fera une réponse après par l'intermédiaire du hibou, il n'y aura pas de problème. Oui, alors en fait, à partir du moment où on peut débloquer sa retraite obligatoire, on peut récupérer l'argent pour en faire ce qu'on veut. Maintenant, ça ne rentre pas dans le cas d'un achat d'une résidence principale où on sera exonéré. Ce ne sera pas un cas de rachat exceptionnel. Donc, il y aura de l'impôt sur le revenu. Et une fois cet argent fiscalisé, s'il veut rembourser son crédit, il rembourse son crédit. Ça, c'est alors, en fait, Christophe, on peut imaginer qu'il faut bien réfléchir à sa stratégie en fonction du montant restant du crédit. Parce que
s'il reste 100 000 euros, 50 000 euros, il ne faut pas oublier, donc au moment du blocage, ça sera soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, Donc, il faut voir si c'est intéressant, en sachant qu'on sait tous que le fait de s'endetter, c'est une manière de créer de la richesse. Donc, il faut bien piloter ça et voir la pertinence. C'est possible, mais ce n'est pas forcément pertinent. il y a plusieurs intérêts à ne pas le faire. Vaut mieux faire du rachat du PER pour rembourser le crédit, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous avez un crédit immobilier, vous avez une assurance. C'est notre deuxième activité. Et si malheureusement vous décédez avant d'avoir fini de payer, ben, vous ne payez pas à la fin. Quand vous avez fait un remboursement anticipé, vous avez tout payé. Donc, ça veut dire que vous avez retiré en fait de l'actif successoral à votre famille. Alors que là, ça aurait pu être pris en charge par l'assureur si malheureusement il vous arrivait quelque chose. Et puis en plus, comme tu le dis, on va générer beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc, il vaut mieux faire des rachats partiels tous les mois qui couvrent le crédit et rembourser le crédit avec ça, que de faire un remboursement anticipé, à mon sens. Après, il y a des gens qui sont conforts en se disant j'ai plus de dette, j'ai tout remboursé. Si c'est psychologique, je le comprends, mais fiscalement, pour moi, ce n'est pas la meilleure chose. Ouais, voilà. D'accord. Et il y a une autre petite question, il y a aussi Théodore qui demande si on peut combiner particulier et TNS. Oui. Alors, il n'y a pas de deux disponibles, mais on peut combiner les deux. Et on fait souvent, dans le cadre de couple, où il y a un double statut, on se sert souvent des deux. Parce que vous avez monsieur ou madame TNS et l'autre salarié. Eh bien, il y en a un qui va, en tant que TNS, baisser sa rémunération aussi directement ou créer une charge pour son entreprise. Et l'autre va baisser, comme c'est une imposition commune, il va baisser l'imposition du couple. Donc voilà, on peut avoir une double stratégie. Mais pour répondre à la question, oui, à partir du moment où on ne dépasse pas le disponible. Ok, très clair. Et il y a encore une autre question, peut-être après vous allez pouvoir continuer, mais est-il possible de transférer un PER ouvert dans une banque vers un PER ouvert dans une entreprise? D'une manière générale, comment les regrouper? Dans une entreprise, alors, est-ce qu'on parle de deux PER individuels? Si on parle de PER individuel, oui, on peut transférer un PER bancaire vers un PER assurance. D'accord, ok. Et, je vous laisse continuer et après on ça va nous permettre peut-être, Christophe, de répondre à la question de Cédric là, qui nous l'a remis pour pas qu'on l'oublie. Ouais. La différence entre PER bancaire et PER assurantiel. Donc nous, chez Cactus, c'est un PER assurantiel. La différence, c'est vrai qu'elle est assez intéressante. En fait, le PER bancaire, il va être considéré un peu comme un compte-titre et il ne va pas avoir les mêmes avantages en termes de succession. Ce n'est pas les mêmes abattements. En termes de… Comment ? On ne peut pas définir de bénéficiaire. Voilà, on ne peut pas mettre de bénéficiaire comme on peut le faire dans l'assurance vie. Donc, c'est vrai qu'on conseille plutôt de mettre en place des PER assurantiels. Et il n'est pas éligible aux fonds euros non plus. Il n'y a pas de fonds euros sur les PER bancaires, ce qu'il y a sur les PER assurances. Voilà. Donc ça rassure un peu. Notamment, nous, on a une gestion, tous les PER ont ça, mais une gestion pilotée qui est une gestion par horizon d'âge qui fait que plus vous allez vous rapprocher de la retraite, plus on va sécuriser le capital. Et donc, on sécurise aussi en grande partie à la fin et à 100% d'ailleurs la dernière année sur du fonds euro. Ce qui n'est pas le cas sur un PER bancaire. Ils vont aller sur des fonds qui ne sont pas très offensifs, mais ça ne sera pas du fonds euro. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, mais la vraie différence qui est importante, c'est en termes de succession, où le PER bancaire est beaucoup moins intéressant que le PER assurantiel. Voilà. On a d'autres questions ou pas? Non. Pour le moment, non, mais peut-être que ça reviendra après. Donc, voilà ce qu'on vous recommande, je voulais vous montrer tout au long de ce webinaire, c'est commencer dès que possible, le plus tôt possible. Donc, bravo à ceux qui ont déjà ouvert un contrat. Et puis, ensuite, bâtir et adapter sa stratégie avec un expert, parce que le PER, c'est pas en soi un outil trop complexe, mais on peut facilement tomber dans des pièges et faire des erreurs, commettre des erreurs. Notamment, voilà, on le voyait, mal déclaré dans une case, ne pas optimiser sa stratégie en oubliant certains aspects, ne pas forcément penser qu'on peut faire une partie TNS, une partie particulier. Donc voilà, être vraiment bien accompagné là-dessus pour avoir un conseil qui nous permet de faire des choix stratégiques et optimisés.
Donc Cactus, bon là on fait un petit peu notre présentation du PER Cactus en particulier, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un PER qui est accessible parce qu'on a mis volontairement en place des versements programmés dès 100 € par mois. Donc voilà, l'idée c'était de permettre de commencer le plus tôt possible. C'est personnalisé parce que bien qu'on soit une plateforme digitale, l'ADN de Cactus et ce que Christophe veut insuffler particulièrement, c'est une ADN de conseil. Voilà, parce que avant d'être une plateforme digitale, toi, Christophe, tu as un cabinet aussi indépendant. Ouais. Donc, tu conserves cette vision du client et d'une proximité très forte. Donc, voilà, c'est de faire du digital, mais avec une proximité et du conseil. Et des frais réduits. Parce que, en fait, le PER, les clients en avaient marre d'avoir des contrats aussi trop chargés et qui était néfaste aux performances. Et donc, Cactus, c'est 0 frais sur versement, arbitrage illimité et gratuit, et 0 frais de frais entrants aussi lorsque les personnes transfèrent leur PER pour avoir bénéficié d'un meilleur accompagnement et puis bénéficier d'un PER moins chargé, en tout cas pas chargé en frais sur versement. Voilà. Tiens, Christophe, Karine nous demande la combinaison TNS particulier. Est-ce que c'est possible pour une seule personne? Oui, c'est ce que tu disais. Il faut juste pas déplacer. Oui. Il ne faut juste pas dépasser son propre disponible. Mais oui, on peut arbitrer. On le fait très rarement, hein, mais on peut arbitrer de cette manière-là. Après, il y a des TNS pour qui ça ne sert à rien, notamment les libéraux, parce qu'en fait, le fait de le faire en TNS, ça va venir impacter sa rémunération directement. Donc, c'est comme s'il le faisait en tant que particulier, sauf qu'il peut mettre plus. Donc là, il n'y a aucun intérêt à le faire sur le perso. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si on l'a dit clairement, mais TNS, donc le TNS, quand il verse et qu'il fait prendre en charge par sa société, son PER a un impact sur son impôt société. Ouais. Alors, le particulier, quand il verse en tant que particulier, ça a un impact sur son impôt sur le revenu. Donc, c'est deux logiques qui sont un petit peu différentes et qui dépendent des besoins de chacun. Il y a peut-être un petit point que je voudrais rajouter, parce qu'on parle de fiscalité, mais la première chose, c'est effectivement de se créer un revenu différé. Nous, on le voit, hein, les clients sont de plus en plus jeunes et moi, je reste convaincu que dans les années qui vont venir, il y aura 3 personnes sur 4 qui auront un PER parce qu'on va être obligé de passer à la capitalisation pour une partie de notre retraite et tout le monde, une grande partie, je pense, des gens y viendront. Ça ne veut pas dire que c'est encore une fois une stratégie unique. Hein. Il y a des gens qui vont dire, moi, je préfère faire de l'immobilier. Moi, je conseille de faire plusieurs choses de toute façon, hein, pas que de l'immobilier, pas que du PER, pas que de l'assurance vie. Il faut essayer de mixer un petit peu, ces investissements. Mais encore une fois, il y a une importance à commencer le plus tôt possible parce que c'est vraiment là où on voit les bons résultats. Après, quand on parle de fiscalité, on n'en a pas parlé, mais vous savez, quand vous faites un PER, vous avez le choix de la déductibilité ou non des versements. C'est-à-dire, quand j'ai eu des clients qui me disent, mais moi, je suis à 11%, ça ne vaut peut-être pas trop le coup. Alors, tout dépend. Quand vous êtes en début de carrière à 11%, vous savez que vous n'allez pas rester là. Donc, vous pouvez commencer de façon déductible. Mais j'ai eu des cas de personnes qui n'avaient pas beaucoup d'imposition. Et en fait, on a fait l'option de dire, OK, on ne déduit pas les cotisations. Vous allez me dire, pourquoi? C'est quoi l'intérêt? On va quand même se créer un revenu. On va s'obliger à aller mettre de côté de l'argent parce que du coup, l'argent est bloqué. Hein, donc, il y a des gens psychologiquement, ils ont besoin de se forcer à le faire parce que quand ce n'est pas bloqué, on a toujours une bonne raison de le débloquer. Et par contre, l'avantage, c'est que quand ces personnes vont toucher leur retraite, il n'y aura pas de fiscalité. Donc, je n'ai pas déduit en entrée, je ne paye pas en sortie. Fiscalité française, sauf cas exceptionnel, on paye toujours en entrée ou en sortie. Là, dans l'autre cas, je vais déduire donc sur une tranche qui est sûrement plus importante en activité que lorsque je serai en retraite. Par contre, je paierai le jour où je suis en retraite. Voilà. Mais il faut savoir qu'on a la possibilité de ne pas déduire et dans ce cas-là, on ne paiera pas la sortie. Alors, on va répondre à la question de Karine, Christophe sur le PER et puis après, on vous fait notre petit slide bonus sur, je ne sais pas s'il y a des propriétaires dans le chat, qui nous dit, pouvez-vous nous indiquer une moyenne de rentabilité de votre PER? Alors ça, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre facilement et on essaye toujours chez Cactus de trouver la meilleure manière parce qu'on voit des concurrents qui disent, voilà, on a 3 profils, c'est 4, 5, 8%. Et nous, on est un petit peu mal à l'aise là-dessus parce que, en fait, le fait que ce soit une gestion pilotée à horizon,
ça dépend de l'âge auquel vous commencez votre PER, et ça dépend de votre profil d'investissement. Donc, il y a des rentabilités différentes. Ce qu'on peut dire, dans l'exemple qu'on a montré tout à l'heure de Julie, qui avait commencé tôt, la moyenne de rentabilité, c'était quoi, Christophe? C'était 4%, 5%? Le problème, c'est que dans le cas de Julie, elle a un rendement fonds euro, mais sauf que le fonds euro chez elle, il est très faible parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Et on avait des exemples de rentabilité à 30 ans. Je suis désolé, je ne les ai pas sous les yeux, mais on avait des exemples de rentabilité à 30 ans. On pourra éventuellement faire un rendez-vous à part pour vous donner ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, on ne se cache pas du tout derrière un problème de rentabilité ou pas, parce que les perfs sont très bien au GAN. C'est pour ça aussi qu'on les a choisis. Mais c'est qu'effectivement, on va avoir 3 profils. On va avoir 4 façons de gérer. Ou on fait de la gestion libre, donc on va choisir nous-mêmes nos fonds. Donc là, très honnêtement, c'est très peu dans notre clientèle. Ou on va faire ce que font 95% des gens, on va faire une gestion par pilotée qui va être par horizon d'âge. On va vous déterminer un profil. Suivant votre profil, vous allez être prudent, équilibré, dynamique. Ça va dépendre de votre appétence au risque, mais ça va dépendre aussi de votre âge. Parce que si je commence à 30 ans, ce n'est pas pareil que si je commence à 55. Forcément, à 55, on va être plus prudent parce que vous allez être proche de la retraite. Et à partir de là, plus vous allez vous rapprocher de la retraite, plus on va sécuriser. Donc, c'est-à-dire que le prudent à 30 ans, il est bien moins prudent que le prudent à 55. Donc, on peut vous donner la performance du prudent pour quelqu'un qui avait 30 ans l'année dernière, mais qui ne sera pas la même que la performance du prudent pour quelqu'un qui avait 55 ans l'année dernière. Vous voyez, donc c'est là où c'est assez complexe. On avait des exemples, mais je ne sais pas si tu les as, Augustin, mais là, moi, j'en ai pas sur les yeux, mais on fera un rendez-vous avec les personnes intéressées sur ces sujets sans problème. Ouais, mais c'est vrai que on a pris le parti pris chez Cactus de pas proposer comme ça des moyennes, parce que en fait pour nous une moyenne, ça veut pas, avec ces profils par horizon d'âge, ça veut pas dire grand chose. Et donc mais c'est vrai qu'on voit des concurrents qui le disent, mais je pense que voilà, il vaut mieux expliquer comment ça fonctionne plutôt que de donner des chiffres qui peuvent faire plaisir, mais qui sont pas forcément très 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 juste. Christophe, je te laisse peut-être le mot de la fin, le bonus, bonus de l'assurance de prêt, c'est… Alors, nous, on fait de l'assurance de prêt immobilier. Pourquoi on fait de l'assurance de prêt immobilier? Parce que globalement, les assureurs sont très souvent bien mieux placés que la banque. La banque, c'est vraiment une source de revenus. On est tous pareils, on va chercher un taux, on veut tous notre crédit pour pouvoir acheter, avoir notre appartement. Et on ne regarde pas trop ça. Le banquier, il est un peu opaque aussi sur les questions d'assurance. Mais il y a beaucoup de lois successives qui nous ont donné en fait beaucoup plus de latitude, notamment ce qu'on appelle la loi Lemoine, qui est une loi qui est réservée par contre, qui n'est pas pour les contrats pro, mais pour les contrats individuels et immobiliers. Je précise immobilier parce qu'on ne rentre pas dans les prêts conso. Et qui vous permet de résilier votre assurance à tout moment. C'est-à-dire qu'avant, c'était à date anniversaire, avant on pouvait la première année, après on ne pouvait plus. Enfin bon, bref, il y a eu plein de lois successives. Donc ça veut dire que vous faites un emprunt immobilier demain et vous ressortez de chez le banquier en nous appelant, on va pouvoir, il y a un délai, on va être à peu près sur 3 mois, mais on va pouvoir 3 mois après reprendre l'assurance emprunteur. Donc on est très souvent bien moins cher. Pour vous, on est obligatoirement avec les mêmes garanties, parce que la banque n'accepte pas une délégation si les garanties ne sont pas à minima équivalentes à celles que vous avez vendues. Donc, vous êtes certain d'être garanti de la même manière. Vous pouvez juste faire des économies. Et puis, effectivement, comme tu l'as ajouté, ça peut aussi baisser le taux d'endettement, puisque en fait, ça sera un remboursement en moins dans vos emprunts actuels. Aujourd'hui, il y a 87% du marché qui est dans les banques. Donc, c'est encore un produit qui est vraiment détenu principalement par les banques. Après, il y a beaucoup de freins. Les gens se disent « je vais me fâcher avec mon banquier, c'est compliqué ». Non, ce n'est pas compliqué et vous ne vous fâcherez pas avec votre banquier. Il faut juste passer un petit peu de temps à le faire, nous donner les bons éléments. Après, vous avez très souvent qu'un questionnaire médical et après, nous, on gère tout. Donc, on fait les envois aux banques, les recommandés, les relances. Voilà. J'espère que j'ai été clair sur la partie assurance de prêt. Ça a été très clair. Le bonus est clair.
Voilà, c'est ça. Le bonus. N'hésitez pas si jamais il y a encore des questions. De toutes les manières, ça va commencer à être l'heure, puisque ça fait maintenant 1 heure qu'on est ensemble. Je vous remercie à tous, déjà à vous deux, d'avoir animé toutes ces informations. Donner toutes ces informations. Pour les autres hiboux et freelance, on peut se retrouver dans une semaine, le 3 juin. Ça va être un webinaire qui, cette fois-ci, va être animé par 3 personnes indépendantes sur, justement, les bonnes pratiques de conformité et de sécurité dans les projets IA. Donc, voilà, ça va être un sujet aussi très intéressant et très dense. Je vois qu'il y a une dernière question. Il y a 2 dernières questions. Peut-être que vous voulez les prendre. Oui, Badi qui demande quid si on a une assurance de prêt, non dans une banque, mais chez un courtier. Et quelles sont les modalités pour pouvoir comparer avec votre assurance de prêt échange. On peut leur prendre de la même manière. Très honnêtement, quand vous avez déjà fait la démarche de ne plus être à la banque et d'être chez un assureur, le levier il est bien moindre. Très souvent. Parce que justement, vous allez été chercher déjà un produit compétitif, un vrai produit d'assurance. Donc, on peut toujours regarder, mais je serais moins serein que sur une assurance bancaire. Et en revanche, pour répondre à Théodore qui dit peut-on faire un prêt chez la banque et faire une assurance chez Cactus pour ce prêt, c'est exactement ça. C'est en fait, vous faites votre prêt à la banque avec l'assurance de la banque et ensuite vous faites une délégation chez Cactus le mois d'après. On peut faire les deux, juste pour être juste précis. On peut demander une délégation au moment de la signature. Moi, ce que je ne conseille pas, c'est déjà, il ne faut pas le dire aux banquiers avant d'avoir eu votre offre parce qu'ils n'ont pas droit. Mais très souvent, s'ils savent que vous allez demander une délégation, ils vont vous mettre un taux moins intéressant. Donc, il ne faut jamais rien dire avant d'avoir reçu une offre. Une fois qu'ils ont reçu une offre, ils ne peuvent pas changer. On peut la mettre en place avant le début, mais très souvent, ils vous collent la pression en vous disant « non, le temps qu'ils vous envoient, on n'aura pas et tout ». Bon, en se disant après la personne ne va pas faire la démarche pour la retirer. Mais sinon, effectivement, comme le disait Augustin, vous pouvez aussi signer avec la banque et nous, on reprend, on demande une délégation un mois après. Voilà. Victoire, est-ce que peut-être on peut partager dans le chat un lien pour si vous, toutefois, certains veulent échanger avec nous plus précisément? Alors, de toutes les manières, tout sera envoyé dans le replay, mais je peux déjà vous mettre votre mail si vous voulez, contact@cactus.fr, ça vous va? Ouais, je viens de mettre le lien aussi de notre site si certaines personnes veulent, le lien, superbe. S'il y en a qui veulent prendre rendez-vous sur le site, il y a moyen de le faire en direct. N'hésitez pas, on sera ravis en tout cas de poursuivre la discussion avec vous et puis c'est sans engagement bien évidemment et gratuit. C'est toujours un plaisir de mettre des visages aussi sur des gens après les webinaires. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci Victoire. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Merci au hibou et puis merci à tous ceux qui étaient présents surtout. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci, au revoir.